La suite de l'essentiel sur France 24, il est 20h30 à Paris. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir. Vous signez Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. Elena Volochine, grand reporter France 24, ancienne correspondante en Russie. Vous signez Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement, pour lequel vous avez reçu, on le rappelle, le prix Albert Londres. Bonsoir. Et avec vous également Karim Yayaoui, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir à tous les trois. Cinquième hiver de guerre en Ukraine. Au petit matin du 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine décidait d'une opération spéciale, selon ses termes, pour envahir l'Ukraine voisine. Opération qui, dans son esprit, ne devait durer que quelques jours. Mais en 2026, le conflit le plus meurtrier déclenché sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale se poursuit, s'enlise. Et au vu des négociations qui patinent, semble sans fin, des années de combat, des dizaines de milliers de morts d'un côté comme de l'autre, militaires comme civils. Marc Pope. 24 février 2022, l'armée russe lance son offensive sur Kiev. La capitale est lourdement bombardée. 4 ans après, les mêmes scènes se répètent encore. Les sirènes continuent de rythmer le quotidien des habitants. Le but, saper le moral des Ukrainiens. Mais malgré les victimes et les coupures d'électricité, tous se montrent résilients et optimistes. Nous sommes tous fatigués, les soldats sont fatigués, le président aussi. Le pauvre homme est déchiré, il essaye de résoudre tous les problèmes, mais nous le soutenons. Je ne m'attends pas à une fin rapide de la guerre, mais j'espère toujours la victoire. J'ai une grande confiance dans les soldats, la défense aérienne et les forces armées. Je les soutiens pleinement et je compatis à leurs souffrances. Sur le front, la guerre évolue. Elle se borne désormais à des affrontements par drones interposés. Et à ce jeu-là, l'Ukraine commence à avoir le dessus depuis que les Russes n'ont plus accès au logiciel Starlink, ce qui leur a permis de reprendre plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans le sud du pays. Les soldats balayent d'un revers de la main les conditions demandées par Moscou pour un cessez-le-feu. Nombreux sont les soldats, moi y compris, qui refusent de céder ces territoires, car nous avons combattu durant toute la guerre pour eux. Si nous acceptons les conditions de la Russie, ce sera un échec. Un échec pour ces enfants qui ont perdu leur père, pour ces mères qui ont perdu leur fils. Forte de ces avancées, l'Ukraine résiste toujours. Et de part et d'autre, la guerre s'enlise. On ne peut pas dire que nous sommes en train de perdre la guerre. Franchement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons la gagner. Oui, c'est la question, mais c'est une question très coûteuse. En 4 ans de combat, le conflit a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Elena Volochine, je le disais, un conflit qui semble sans fin, et au vu des dernières déclarations du Kremlin, aujourd'hui, il va continuer parce que le Kremlin estime que ses objectifs de guerre ne sont pas remplis. Oui, clairement, sans jamais pour autant vraiment identifier de quelconques objectifs de guerre. Vous le dites très justement, en fait, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de durée même, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de 4 années de guerre, ni même de 4 années d'opération militaire spéciale dans le discours russe. On sort simplement des arguments rhétoriques que l'on sort toujours au moment un petit peu charnière, à savoir la Russie est plus menacée que jamais. Aujourd'hui, vous avez le service du renseignement extérieur russe qui a publié ce communiqué selon lequel, soi-disant, la France et la Grande-Bretagne voudraient en secret transmettre l'arme nucléaire à l'Ukraine. Enfin, c'est toujours, si vous voulez, cette fameuse guerre existentielle de défense de la patrie avec des héros qui partent, qui sont immortels, etc. Et puis, il y a vraiment au sein de la société russe, je pense aujourd'hui, même si ça fait déjà 4 ans que je n'y suis pas allée, mais j'en ai quand même beaucoup d'échos, un conformisme qui est plus que jamais présent, une démission qui est pour le moment définitive de toute velléité de compréhension en réalité de ce qui se passe. Voilà, on est dans un espèce de statu quo plus plat que jamais, tout en reléguant à Vladimir Poutine et à une élite qui lui semble, en tout cas pour le moment, acquise et fidèle, la stratégie à venir, si tant bien est qu'il y en avait une. D'autant que si on regarde, Karim, les gains, finalement, qui ont été enregistrés par la Russie en 4 ans de guerre, ils sont assez minimes, finalement. Ils sont assez minimes, avec un bilan humain catastrophique. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Ils ne sont pas tous exactement les mêmes, mais en tout cas, ils vont tous dans le même sens.
sur un sacrifice humain incroyablement élevé de la part des soldats russes. On a entendu l'état-major ukrainien évoquer un chiffre de plus de 400 000 soit blessés, soit morts. Alors les gains territoriaux sont relativement limités. Il y a Deep State Map, qui est un collectif de cartographes ukrainiens qui évoque le chiffre de 0,7% de territoire. Et puis il y a un autre chiffre, celui de l'Institut de l'étude pour la guerre, qui est approximativement le même, autour de 0,8% de territoire conquis par les Russes. Il faut se rappeler qu'au début de cette offensive à grande échelle, Vladimir Poutine voulait dénazifier l'Ukraine et prendre tout le territoire. On nous expliquait même que des Tchétchènes étaient à la recherche de Volodymyr Zelensky dans les rues de Kiev. Aujourd'hui, la situation est bien différente et c'est vrai que ces avancées russes sont minimales par rapport à ce que espérait le chef du Kremlin. Et pendant ce temps-là, il y a 2 pays qui ont rejoint l'OTAN, la Finlande, la Suède, et l'Ukraine qui était très dépendante de l'armement occidental, européen et américain. Eh bien, au début de cette offensive à grande échelle, elle fabriquait 10% de son armement. Aujourd'hui, elle a 60% de son armement et elle est même en capacité d'offrir des compétences à l'Europe lorsqu'il s'agit de construire un mur contre les drones. Donc, clairement, la version présentée par les Russes est en trompe-l'œil. Patricia, Vladimir Poutine qui a sous-estimé clairement la résistance ukrainienne, lui qui, on le se rappelle, en 2022 disait vouloir prendre et assurer qu'il prendrait Kiev, la capitale, en 3 jours. Oui, alors ça, on sait aujourd'hui qu'il était excessivement mal conseillé par son entourage à ce moment-là et qu'il a continué. Parce que si vous voulez, quand vous êtes dans un style de régime comme est le régime russe, c'est-à-dire un homme omniprésent, omnipuissant, qui va oser lui dire quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre? Et ajouter à cela, je pense que Vladimir Poutine se nourrit de la guerre. C'est-à-dire que la guerre fait partie de son ADN. Il a commencé avec la Tchétchénie, il a continué avec la Géorgie, il a continué avec l'Ukraine, il a continué avec l'Ukraine, avec la Crimée et avec l'Ukraine. Et l'Ukraine, il ne faut pas oublier que cette guerre a commencé en 2014. Enfin, on a tous été sur le terrain en 2014 pour couvrir cette guerre. Donc, ce n'est pas que 2022. Et toute la question qui se pose aujourd'hui, parce que moi, je trouve qu'on assiste quand même à un changement du verbatim des Occidentaux. Au début, souvenez-vous, c'était « nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à qu'elle ait atteint ses buts qui étaient la reconquête du territoire perdu ». Bon, maintenant, nous n'en sommes plus qu'au cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on s'est aligné grosso modo sur la position trumpienne, si tant est qu'il y en ait une, d'un cessez-le-feu. Alors Trump, c'est plutôt... selon le cessez-le-feu version Poutine, là, c'est plutôt, nous alignons plutôt sur le cessez-le-feu version ukrainienne, c'est-à-dire consolider la ligne de front actuelle et ne pas rendre tous les territoires. Mais enfin, quand même, c'est un changement de doctrine européenne. Et pourquoi ce changement de doctrine européenne? Parce qu'on n'est pas totalement prêt à faire la guerre, si elle devait exister un jour, sur le territoire européen, à la Russie. Donc c'est très confortable que l'Ukraine, qui nous sert de bouclier, qui occupe Vladimir Poutine, en quelque sorte, il nous protège et nous permettent, durant ce temps-là, de nous réarmer. Donc, si vous voulez, je vois une certaine duplicité malgré tout, même si l'Europe est quand même très présente, parce qu'il y a encore ce projet de 90 milliards rappelé par Ursula von der Leyen. Voilà, de soutien prévu à l'Ukraine. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls soutiens, puisque l'aide américaine, qui avait été votée quand même importante, l'aide américaine qui était de l'ordre de 100... Sur le total des 5 années, d'après les calculs et ce qui était présenté au Congrès, c'est de l'ordre de 150 milliards, je crois, enfin voilà, de cette enveloppe-là. C'est un peu moins que l'Union européenne, mais tout n'a pas été encore délivré, ce qu'on appelle. Donc, elle peut encore se poursuivre si tant est que Donald Trump le souhaite. Donc, vous voyez, effectivement, on est dans une position où on a face à nous un ogre qui se nourrit de la guerre, une Europe quand même assez prudente parce qu'elle n'est pas prête, et une Ukraine qui se bat pour nous. Cette guerre en Ukraine qui est venue tester finalement la solidité aussi de l'Union européenne. Des Européens qui ne sont d'ailleurs pas parvenus à voter cette semaine un 20e train de sanctions du fait du blocage hongrois. Extrême prudence des Européens, division au sein de l'Europe. Alors on a les torpilles en quelque sorte, ou les proxys russes au sein de l'Europe, avec effectivement la Hongrie et la Slovaquie. Mais enfin, sur ce problème-là de ce train de sanctions, le fameux train de sanctions qui devait être voté, alors eux s'y opposent officiellement pour une question d'oléoduc que les Ukrainiens ne veulent pas réparer. Les Croates ont proposé que ça passe par eux et donc ça ferait le job, mais ça, ils ne veulent pas en entendre. Mais aussi, on a quand même Malte et la Grèce
qui disent que le plan prévu où les bateaux russes de la flotte fantôme ne pourraient plus rentrer dans les ports, parce qu'ils n'en veulent pas non plus. Donc on voit bien qu'au sein de l'Europe, il y a des tiraillements, sans parler de Merz, le chancelier allemand, qui ne partage pas l'enthousiasme du président français. Il lui rappelle très souvent d'ailleurs que son enthousiasme ne se matérialise pas par une aide militaire massive. Alors sur cet appétit guerrier, je reviens sur cet appétit guerrier de Vladimir Poutine. Elena, cette guerre qui, Karim le rappelait sur les chiffres, c'est très compliqué d'avoir des bilans du côté russe comme du côté ukrainien. D'ailleurs, parce qu'on sait que c'est aussi un enjeu évidemment stratégique que de communiquer sur ces pertes humaines. Oui, les premiers, mais du côté ukrainien aussi d'ailleurs. Volodymyr Zelensky donne un chiffre, je crois, que de 55 000 morts. Mais en réalité, ça ne tient pas en compte les disparus. Et puis les chiffres dans tous les conflits, de toute façon, de la part des autorités, sont toujours largement sous-évalués, puisqu'il s'agit d'agir sur le moral de la population et des soldats côté russe. Les derniers chiffres qu'on a eus remontent à 2022, en fait, et c'était un peu plus de 1000 morts. Donc, en fait, c'est complètement blackout. Et d'ailleurs, même pour la glorification de ces gens qui combattent en Ukraine, eh bien, aujourd'hui, dans les rues de Russie, dans les écoles, etc., vous n'avez plus les portraits des morts, vous avez les portraits de ceux qui combattent actuellement et de quels exploits ils accomplissent ou ils ont accompli. Donc en fait, les morts sont absents de la société russe et même dans le discours russe. Alors on a vraiment toujours besoin de rationaliser cette guerre, de plaquer une ligne narrative qui est cohérente pour la comprendre, mais en réalité, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, pour les Russes, eh bien, le soldat qui part au front, il devient immortel. Les bouquins, les manuels d'histoire russe qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles et dans les universités, ce sont plus des livres d'histoire, ce sont des manuels de guerre sacrificielle, en fait. Et donc, vraiment, la mort, aujourd'hui, elle est sublimée par l'exploit ultime et l'engagement ultime qui est la vocation même existentielle d'un homme, qui est de partir au combat. Je dis bien d'un homme parce que les femmes, elles jouent un autre rôle à l'arrière-front. Et on en est là, en fait, aujourd'hui en Russie. Donc, encore une fois, il n'y a pas du tout de vision, en fait, de ce conflit. D'abord, qui est raconté à l'envers, avec une Russie qui serait attaquée. D'abord, c'était les États-Unis du temps des démocrates. Aujourd'hui, ce sont nous, les Européens, en premier lieu, le couple franco-britannique, qui sommes devenus l'ennemi européen, la fameuse main diabolique qui alimente ces nazis de Kiev pour détruire la Russie. Donc voilà. Alors après, il y a quand même des buts. Il faut les comprendre, il faut les savoir. C'est pas non plus complètement enfumé. Vladimir Poutine, à minima, il veut entièrement cette région du Donbass. Il a déclaré comme annexé 5 régions ukrainiennes, Crimée comprise, qui sont censées lui être acquises. Il veut un changement de pouvoir à Kiev. Ça aussi, c'est clair. Et donc le but, il va être politique, avec aussi tout un réseau d'agents qui travaillent jusqu'à y compris en Ukraine aujourd'hui, en fait, pour pousser des partis politiques et des responsables politiques, on les voit dans le discours ukrainien, qui sortiraient du lot lors d'organisations que Vladimir Poutine veut organiser. Et puis, il joue aussi le temps long, y compris chez nous, les Européens, en jouant les divisions, en favorisant, en fait, justement, Viktor Orban, aujourd'hui, c'est le héros qui veut mettre à mal les va-t-en-guerre européens dans le discours russe. Donc, clairement, il sait qu'on a des élections chez nous l'année prochaine. Il sait que 40% de l'Allemagne est passée sous des partis pro-russes. Donc, en fait, il y a vraiment une stratégie à moyen, long terme pour, justement, selon la doctrine russe de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées, n'employer l'arme militaire qu'en dernier recours pour parachever un plan stratégique qui inclut un tas d'armes de guerre hybride, en fait, qui est déjà déployé à grande échelle. Alors sur cette perception de cette guerre qui ne dit pas son nom, finalement, en Russie, je voudrais qu'on regarde ce sujet de Laura Combo qui nous montre finalement comment cette opération spéciale vise à exploiter la fibre nationaliste et à glorifier Vladimir Poutine. Dans les rues enneigées de Moscou, rares sont les personnes qui acceptent de répondre à la question de ce journaliste. Que pensez-vous de la guerre en Ukraine ? Non, merci. Je sais ce que vous voulez entendre, mais je ne peux pas vous le dire. Je voulais juste vous demander... Nous sommes avec notre patrie, nous nous soutenons les uns les autres. Un échange qui résume la pensée des Russes après 4 ans de guerre à grande échelle. Et ce, alors que le Kremlin encadre toujours le récit officiel de l'opération militaire spéciale. Au début, oui, nous avions peur. Maintenant, nous nous sommes tous habitués. Cela ne vous a pas affecté du tout ? Non. Peu de moscovites se risquent à mentionner le nombre de soldats morts, entre 250 000 et 1 200 000 selon l'ONU. Dans les grandes villes, les habitants ont davantage été préservés de l'effort de guerre que dans les régions les plus reculées de la Fédération russe. C'est difficile pour beaucoup de régions qui souffrent. Nous essayons de nous mettre à leur place.
Moscou a instauré une économie de guerre limitant les dégâts, avec une croissance autour de 1% en 2025. Mais après 4 ans, difficile de passer à côté de l'inflation et des sanctions occidentales qui touchent la Russie. Denis Maximov est boulanger près de la capitale. Le président nous a entendus. Nous sommes heureux qu'il nous ait à nouveau mentionné lors de la réunion économique. Nous et toutes les petites entreprises en général en avons été ravis. Un discours qui contraste avec celui qu'il avait tenu il y a quelques mois lors d'un programme à la télévision auquel participait Vladimir Poutine. La situation est difficile et nous ne sommes pas optimistes. De nombreuses entreprises vont fermer ou arrêter de déclarer leurs revenus. La guerre produit aussi des fractures intimes dans le pays, notamment au sein des familles. C'est le cas pour cette Ukrainienne. Elle habite en Russie depuis 20 ans et elle a choisi d'y rester après le début de la guerre. Tout le monde m'a bloqué, ils m'ont tous rayé de leur vie. Ni mes amis, ni ma famille, personne ne veut communiquer avec moi. Tout le monde me considère comme une traître. Pendant ce temps, la cote de popularité de Vladimir Poutine reste quasi intacte. Il continue de multiplier les opérations de communication, remise de décorations militaires, rencontres des veuves de guerre ou encore dépôt de gerbes. Elena, vous analysez pour France 24 chaque semaine en Vue de Russie cette propagande dans les médias russes. Comment, précisément, via les médias, cette guerre est-elle racontée aux Russes ? C'est plus via les médias, en fait, c'est via tout le monde. C'est là où la propagande devient la plus dangereuse. C'est lorsqu'elle se déporte des supports médiatiques, quels qu'ils soient, et qu'elle se déploie en 3 dimensions, et que les récepteurs de cette propagande s'en font les premiers vecteurs, et on l'entend avec les Russes. Alors, le fait qu'ils ne veulent pas parler, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas, ou qu'ils ne croient pas, ou qu'ils ne ressentent pas, surtout parce qu'on n'en est plus au stade d'une réflexion raisonnée, quoi. Après des années et des années de mythes, en fait, complètement indélébiles. On est dans cette espèce de mélange instinctif à la fois de peur du régime et aussi de la nécessité d'adhérer à un récit national. En fait, c'est un mécanisme du déni qui se met en place dans les dictatures. C'est pas propre à la Russie. Ce sont des méthodes qui sont toujours employées lorsqu'il y a besoin de contrôler les populations. Et c'est important de parler de cette propagande parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui façonne cette réalité parallèle dans laquelle sont les Russes, à savoir de dire que leur pays est dans une opération de défense existentielle de lui-même et que si finalement Vladimir Poutine venait à tomber, eh bien le pays s'effondrerait, il serait disloqué, il serait dépecé par cette arrière-coulisse mondiale qui voudrait détruire la Russie. Et je pense que les Russes aujourd'hui y croient sans grande conviction. Si on perd cette bulle de propagande, ça va tomber. Mais pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose qui cimente encore et toujours le pays. On voit d'ailleurs que Vladimir Poutine, encore aujourd'hui, Karim a utilisé ce narratif. Elena le disait tout à l'heure. Il disait que l'Ukraine voulait se doter de l'armée nucléaire. Il l'accuse aussi de torpiller les pourparlers de paix. Oui, c'est le discours récurrent de Vladimir Poutine avec toujours une menace d'un nouvel ordre, une menace toujours existentielle pour la Russie. Et c'est vrai que son discours, c'est aussi un discours qui veut dire au peuple russe que la victoire est quand même au bout du chemin. On a l'impression, si on écoute Vladimir Poutine, que tout est parfaitement huilé, dégager cette image de toute puissance, alors que sur le terrain, lorsqu'on s'attarde un peu sur les chiffres et sur les gains, on s'aperçoit que ça déraille pas mal. On a vu les conséquences de la coupure de Starlink pour les Russes et on a vu à quel point ils étaient fragilisés. Ils ont perdu en quelques jours le gain territorial qu'ils avaient engrangé en un mois. Et finalement, Vladimir Poutine s'inscrit toujours dans cette logique qui a un nom, une logique de désinformation, qu'on appelle aussi la guerre cognitive. Et finalement, elle cible de façon privilégiée un certain nombre de cibles, et notamment le président américain. Vladimir Poutine veut le convaincre que la Russie est toute puissante et que l'Ukraine est finalement un nain qui ne peut pas résister. Je vous cite une déclaration de Donald Trump. La Russie a l'avantage et elle a toujours eu. Ils sont bien plus grands, ils sont bien plus forts. Vous savez, à un moment donné, la force l'emporte généralement. Et ça, c'est un discours qui est aussi alimenté par la propagande russe et qui, évidemment, trouve un écho particulièrement fort chez Donald Trump, qui, on l'a vu, avec Volodymyr Zelensky, a adopté des postures souvent humiliantes. On se souvient notamment d'une rencontre à la Maison-Blanche qui restera dans les annales. Effectivement. Patricia, Vladimir Poutine qui a su duper finalement les Européens et Donald Trump quelque part. Ils ont été naïfs, aveuglés par Vladimir Poutine. D'une part, ils ne pensaient pas qu'il envahirait à ce point l'Ukraine. Et puis, il y a Donald Trump aussi qui pensait le faire plier assez facilement et l'histoire lui donne tort, l'histoire récente lui donne tort. Et effectivement, d'abord, les Européens n'ont pas pris les alertes américaines sous Joe Biden au sérieux,
puisqu'ils ne pensaient pas que cette guerre existerait. Bon, une fois que la guerre a commencé, ils ont pensé que l'Ukraine allait s'écrouler tout de suite. Et puis finalement, ils se sont adaptés, ils ont vu que l'Ukraine résistait, et donc là, ils ont commencé à adopter une position très dure vis-à-vis, avec le changement de braquet du président français, qui en est l'illustration. Finalement, plus rien avec Poutine tant qu'on n'est pas sur un plan de paix. Parallèlement, on a eu le changement entre Joe Biden, qui était très prudent, il faut le dire, et Donald Trump, qui, lui, a pensé effectivement régler cette question en très peu de temps. Bon, il a déchanté. Le mystère de la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, je ne vais pas l'expliquer ce soir parce que je ne la connais pas, mais elle ne cesse de nous étonner en permanence. Là, outre le fait qu'il y a cette volonté du président Trump d'en finir avec cette guerre et de trouver un accord qui serait plutôt à l'avantage des Russes, il y a une petite inflexion. Quand même, il commence à trouver que tout ça tarde un peu. Alors, il va et vient en permanence. Mais là, au vote aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, il y a eu un vote justement sur, grosso modo, garder l'entité de l'Union, enfin, de condamner l'agression russe. L'année dernière, même après l'élection du président Trump, les États-Unis s'étaient opposés, avaient opposé leur veto. Là, au contraire, ils se sont abstenus. Extraordinaire, une vraie progression dans le sens de la compréhension américaine. Donc là, les Américains, est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas. Les Européens, eux, en tout cas, ont compris. Et si on regarde les Allemands, les Britanniques sont très fermes. La France, toujours, veut jouer sa partition en essayant de relancer une forme de dialogue en disant on ne peut pas laisser que les Américains jouer avec les Russes, il faut être présent, etc. On attend. Alors, est-ce à dire que les Européens sont totalement exclus de cette négociation qui devrait reprendre là en fin de semaine entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains? Je ne pense pas, parce qu'on oublie très souvent que si Volodymyr Zelensky tient aussi fortement vis-à-vis, quand même, il tient même dans son discours, habile comme nous, ne voulant surtout pas choquer et dire que le président Trump se trompe. Non, il est formidable, il est merveilleux, mais il y a toujours un petit mais quelque part, comme les Européens. Eh bien, le président ukrainien sait qu'il peut tenir cette position parce que derrière lui, il a tous les Européens, enfin, la majorité des Européens. Et ça lui donne une force incontestable dans le rapport de force qu'il a aussi bien avec les Russes qu'avec les Américains. Ce soutien américain, Karim, et ce changement de pouvoir entre Joe Biden et, trop prudent, disait Patricia, et Donald Trump, c'est aussi une faille qui profite à la Russie, à Vladimir Poutine? Il faut regarder l'aide américaine en termes de matériel, en termes humanitaires. Elle s'est arrêtée tout bellement au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir. La dernière aide remonte au 9 janvier 2025 et depuis, les Européens ont dû prendre la relève en quelque sorte, mais en réalité, dès avant, l'essentiel, l'aide européenne était supérieure à l'aide américaine, même sous Joe Biden. Et aujourd'hui, les Américains sont tout de même ceux qui organisent les rencontres, qui font mine d'essayer de faire marcher les deux pays sur le chemin de la paix. Et c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais ils donnent aussi quand même du renseignement aux Ukrainiens. On se souvient que lorsqu'ils avaient interrompu, en quelque sorte, l'approvisionnement en informations sensibles aux Ukrainiens, eh bien, ils s'étaient trouvés en grande difficulté. Donc, ils sont dans une logique où ils ne veulent plus dépenser un copec pour l'Ukraine, mais en même temps, Donald Trump rêve toujours de faire la paix dans cette région du monde, une paix de plus à mettre dans son escarcelle. Je crois que ce sera malheureusement le mot de la fin, parce que c'est tout le temps qui nous Nobel. Le prix Nobel. Peut-être pour 2026. Merci beaucoup, Patricia Lemonnière, Elena Voloshin et Karim Yayaoui. On va plus loin, c'est fini. Pour aujourd'hui, c'est à retrouver sur france24.com. Moi, je vous retrouve dans un instant. Pour la suite de l'essentiel, on parlera de Shein, l'entreprise chinoise de la mode éphémère qui s'implante dans plusieurs villes françaises, malgré le tollé suscité il y a quelques mois à Paris. À tout de suite.